Comment rédiger des textes qui vendent? C'est un vrai être humain en face de vous. Il a mal, il a une douleur, il a une frustration. Il faut comprendre cette frustration et il faut vraiment vous mettre dans sa tête. Cette semaine, je reçois Selim Niederhofer. Selim est copywriter, il vient de publier le guide du copywriting chez Erol. Parmi ses nombreuses expériences, il a été community manager de Patrick Bruel pendant 8 ans et responsable éditorial d'un site qui faisait jusqu'à 1,2 million de vues par mois. Il anime désormais sa chaîne sur le copywriting, en français, les mots magiques sur YouTube. Je laisse tout de suite la parole à mon invité. Bonjour, je suis Selim Niederhofer, copywriter et auteur du guide du copywriting chez Erol. Mon travail au quotidien, c'est écrire de la pub, écrire des emails, rédiger des sites internet pour mes clients et coacher des personnes, des e-commerçants qui ont déjà leur site, qui ont envie de faire des fiches produits, des mails. Je les aide à améliorer tout ça. J'avais fait une école de commerce et ma spécialisation, c'est les achats et la logistique. Donc, tu vois, je me destinais plutôt à l'industrie, acheter des trucs très lourds. J'avais des fournisseurs qui étaient en Chine, à Hong Kong, au Mexique, en Israël, en Pologne, un peu partout. Mais rapidement, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas, que j'étais pas vraiment à l'aise avec mon fichier Excel et la négociation pour faire baisser les prix de mes fournisseurs. Mais que ce que je préférais, c'était ce qui m'occupait la plupart de mon temps au travail, c'était écrire. Je passais mon temps à envoyer des mails à mes potes, je passais du temps vraiment à discuter avec tout le monde sur Facebook et j'avais pas envie, quoi. Je faisais mon travail rapidement et ensuite je passais mon temps à écrire, notamment le début d'un roman, le début d'une série. Et à un moment, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un plan de départ volontaire à la suite de la crise des subprimes. Donc on est en 2007-2008. Et je suis parti et je suis devenu coach en séduction. En 2009, j'ai lancé ma boîte donc, de coaching en séduction et j'écrivais au quotidien. Je tenais un blog pour essayer de me faire remarquer sur le web. C'était compliqué. J'ai fait beaucoup de télé, beaucoup de radio, beaucoup de presse pendant un an sur 2009-2010, allez, même 2 ans jusqu'à début 2011 et ça ne prenait pas. Tu vois, je n'avais pas assez de clients, c'est-à-dire que je connaissais mon job, je savais aider mes clients, mais il y avait un problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de coups de fil entrants, il n'y avait pas assez de demandes, donc bon, c'était pas assez rentable. Et quand tu as un business et que tu penses que tu es bon, mais que tu n'es pas rentable, ça veut dire que tu as un problème au niveau de l'acquisition. Mais ça, je ne le savais pas encore parce que j'étais nul en web. C'était pas ce que j'avais appris, c'était un nouvel univers que je découvrais et j'étais persuadé que la clé pour faire venir du monde, c'était vraiment les relations presse, les relations publiques. Tu vois, passer à la télé, montrer ma tête, devenir célèbre. Tu vois, je pensais que c'était ça le cœur du business, mais pas du tout. Et en fait, j'ai rencontré un de mes concurrents, un monsieur qui avait lancé un site qui s'appelait artdeséduire.com et tout de suite, coup de foudre professionnel, c'est-à-dire que lui, il m'a dit: «OK, on va bosser ensemble. Tu lâches ton blog, tu viens écrire chez nous, tu deviens le coach, tu deviens le visage, c'est toi qui t'occupes de tout l'édito et tu vas voir, on va développer tout ça». Et effectivement, bah, on s'est développé très, très bien, tous les 2 grâce au site artdeséduire.com. Ce qui s'est passé, c'est que, très rapidement, il m'a demandé de commencer à créer des formations. Il m'a dit: «J'ai lu, c'est canon, la formation, que ce soit formation confiance en soi, formation premier rendez-vous, tout était bien». Maintenant, il m'a demandé: «Est-ce que tu sais vendre ça? Est-ce que tu sais écrire une page de vente?» Aucune idée, j'avais jamais fait ça, je ne savais même pas ce que c'était à la limite. Donc j'ai essayé, j'ai fait un test. Je lui ai rendu 3 jours plus tard, il allait l'imprimer comme il fait toujours, il a pris son stylo rouge et au bout de 2 minutes, il s'est arrêté, il m'a dit: Non, on n'en fera strictement rien du tout de ce truc-là. Tu ne sais pas vendre. Le copywriting, tu ne sais pas ce que c'est». Je lui ai dit: «Bah non, effectivement, je connaissais même pas le mot», tu vois? Pour moi, c'était ça n'existait pas, je ne savais pas ce que c'était. Donc là, il m'a dit: «Écoute, moi, si tu veux, je me suis rebellé un peu». Je lui ai dit: «Je pense que tu exagères, je pense que cette copie, elle peut vendre quand même un peu». Et là, il m'a dit: «Ah ah, non, pas du tout. Alors, on va faire un test». Il m'a dit: «Tu vois, j'ai une grosse base de clients. On va envoyer à 1000 clients ta version de ta page de vente et on va envoyer à 1000 clients potentiels ma version de la page de vente. Et on va voir qui performe le mieux et on enverra la très bonne version, celle qui cartonne le plus, à tout le reste de la base». Tu l'as compris, hein, c'est évidemment lui qui m'a battu à plat de couture. Genre, il a dû faire 30 ventes sur son envoi. Moi, j'en ai fait 3 pauvres ventes.
Et en fait, c'est là que tu te rends compte que même si sa copie, elle n'était pas super bien, c'était pas du bon français, c'était pas bien écrit, c'était pas beau. Qu'est-ce que ça vendait? C'était fou. Ça vendait 10 fois plus que l'horreur que j'avais sortie. Donc là, il m'a mis dans les mains un bouquin qui s'appelait Power Copywriting for the Internet. Tu vois, c'était en 2010, mais c'est un bouquin, je crois, qui doit dater de 94, 97. Le monsieur s'appelait Bob Serling et je crois qu'on ne le trouve plus. J'avais cherché récemment, je crois qu'on ne le trouve plus en ligne. Mais là, je me rends compte que waouh, il y a des techniques, il y a plein de principes à appliquer et ça m'ouvre un monde complètement fou, vraiment. Donc, je continue à faire ça pendant 10 ans pour Art de séduire. Aujourd'hui, j'en fais encore un petit peu, mais c'est plus le cœur de mon activité vraiment. Et en gros, ça, c'était 2011. Et dès 2012, j'ai signé mes premiers clients en tant que copywriter freelance. Mon premier client, c'était pour les rasoirs, c'était Wilkinson. Wilkinson, il m'avait commandé des tweets. À l'époque, tu vois, je rédigeais des tweets. Donc, c'est là que tu te rends compte, OK, copywriter, c'est pas simplement une page de vente, un tunnel de vente, des articles, des mails. Ça peut être tout, tout ce qui est écrit. Et là, en l'occurrence, eh ben, c'était 6 tweets et c'était payé 800 euros. Je trouvais ça complètement fou, tu vois, pour quelque chose qui m'a pris peut-être une demi-heure de travail. Mais bon, tu factures pas au temps passé, tu factures à la valeur que tu délivres, que tu livres. Donc, j'étais super content et je me suis dit, bon, il y a un truc à explorer. Sur les 10 ans qui sont passés, la décennie 2011-2020, j'ai beaucoup travaillé pour Art de séduire encore avant de lever le pied et j'ai vraiment créé ma grosse structure officielle en 2018. Ça s'appelle Les mots magiques et du coup, c'est pour ça que que j'ai publié là en début d'année 2021 le guide du copywriting chez Erol. Et voilà à peu près les grandes lignes du parcours. Une définition rapide, ce serait l'art, voire même la science de vendre avec les mots. La science de trouver les bons mots pour pousser le lecteur à l'action. Ce qu'il y a d'important là-dedans, en fait, c'est que je reviens souvent aux sources du job de copywriter. On remonte vraiment dans les années 20, dans les années 60, au tout début. Pas la pub des magazines, qui est déjà une forme d'art à part entière, pas la pub de la télé ni de la radio, mais vraiment les mecs qui étaient vraiment bons, c'était direct mail order. Ok, tu recevais, même encore aujourd'hui, tu peux recevoir des courriers dans ta boîte mail et c'était un courrier pour te vendre une encyclopédie, c'était un courrier pour te vendre un blason, les armoiries de ta famille, c'était un courrier pour te vendre une assurance. Et ça en un seul courrier. Le courrier devait être suffisamment fort, la lettre tellement bien rédigée qu'à la fin, tu découpais ton petit coupon en bas à droite et tu le mettais dans une enveloppe et tu le renvoyais pour recevoir ta brochure ou alors ta brochure complète ou alors tu le renvoyais avec un chèque pour effectivement acquérir ta collection de pièces rares du XVIIIe siècle. Enfin, c'était très très fort. En fait, le travail du copywriter, les questions à se poser, c'est vraiment est-ce que je comprends l'être humain? Que veut la personne en face de moi ou que veut le groupe de personnes à qui je peux vendre cette solution. Tu vois, c'est vraiment se poser la question des motivations profondes. L'exemple qu'on prend très souvent dans le copywriting, tu sais, c'est l'exemple de la perceuse. Personne n'a envie d'acheter une perceuse, on s'en fout. On achète une perceuse pour un bénéfice. Quel est ce bénéfice? Je ne veux pas une perceuse pour avoir une perceuse. Je veux acheter une perceuse pour percer un trou. Ok, premier bénéfice, mais il faut aller plus loin. Pourquoi tu veux percer un trou? Pour mettre ce joli tableau dans mon salon. Ok, mais pourquoi tu veux mettre ce tableau dans ton salon? Eh bien, peut-être que c'est pour briller en société, pour montrer que j'ai de la culture, pour montrer qu'il n'y a pas que des posters achetés chez Ikea. Peut-être. Mais ça peut aussi être pour que dans mon cas, pour que ma femme arrête de me relancer en me disant ça fait 6 mois que je t'ai demandé de percer ce trou et de suspendre ce tableau, quand est-ce que tu vas le faire? Donc, il y a ces histoires qui peuvent venir, tu vois. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette super perceuse? Parce que j'ai envie de passer des week-ends tranquilles et qu'il faut vraiment maintenant que je le fasse. Et ça, c'est une
Manière d'écrire qu'on retrouve beaucoup en ce moment chez Intermarché, dans les publicités radio d'Intermarché. En ce moment, je réécoute la radio, chose que je n'avais pas faite à Paris pendant 14 ans. Là, je viens de déménager, j'ai quitté Paris. Du coup, je suis à nouveau en province. Ça veut dire avec une voiture. Et quand tu es en voiture, tu écoutes la radio. Et les pubs d'Intermarché, là, en ce moment, il y en a une qui passe, c'est à tous ceux qui ne peuvent pas se réveiller sans un café, à tous ceux qui, tu vois, ils visent vraiment et ils prennent des faits de la vie de tous les jours pour vraiment montrer, on est comme vous, on connaît votre vie, on sait comment vous fonctionnez. C'est un peu ce principe qu'on appelle le principe de familiarité, le principe des points communs. Ah ouais, leur pub, en fait, elle me décrit. Leur pub, c'est nous. Donc oui, bah oui, Intermarché, ils sont proches de nous, ils sont comme nous, on y va. Récemment, tu vois, sur ce principe pareil de familiarité, de points communs, euh, on essaie de ne pas mettre de la distance entre la marque et les acheteurs potentiels. L'exemple le plus fou récemment que j'ai vu, c'est Carrefour. Pour ses offres de rentrée, pareil, Carrefour communique en disant des prix de ouf chez Carouf. À quel moment? À quel moment? Quel est le copywriter qui a dit bon les gars, écoutez, les gamins qui parlaient en verlan dans les années 93-96, aujourd'hui ils sont parents. Je crois qu'on peut balancer des pubs radio en disant Carouf, tout le monde, ça va fonctionner pour tout le monde. Ça, c'est très fort. Ouais, enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça fort. Est-ce que ça va vendre? Est-ce qu'ils sont contents du retour de cette campagne? Je sais pas. Je n'ai pas les secrets, j'ai pas les chiffres, donc je peux pas dire. Mais c'est très très fort d'aller chercher dans le storytelling, de te poser la question, OK, qu'est-ce qui fait que mon produit, mon service, mon offre, elle est pour ces gens-là? Comment est-ce qu'on se ressemble? Pourquoi est-ce qu'ils vont être touchés? Comment est-ce qu'ils vont se reconnaître? Tu vois, c'est ça le point. Il faut aller chercher vraiment, il faut se poser la question de comment est-ce que je peux leur dire, comment est-ce que je peux écrire que ce produit leur ressemble, qu'il est pour leur vie, qu'on l'a vraiment pensé pour eux parce qu'on les connaît. C'est ça vraiment la question la plus importante pour moi. À qui on parle, comment les connaître, qu'est-ce qui les motive? Est-ce que je comprends l'être humain? L'exemple de Bic. Bic, c'est une entreprise qu'on connaît tous. Ce n'est pas que les stylos, mais vous connaissez aussi, si vous êtes fumeur, les briquets. Okay, ça, vous connaissez. Vous connaissez aussi les rasoirs. Donc, c'est une entreprise qui s'est diversifiée. Et au début des années 90, ils se lancent dans un parfum. Ils se sont dit, on est chaud, on y va, on va lancer un parfum. Quand vous achetez du parfum, c'est pour sentir bon, oui. C'est pour vous sentir séduisant, probablement. C'est pour attirer les autres, c'est pour vous sentir en confiance. Et on a envie de rêver. Aujourd'hui, quand vous regardez toutes les publicités pour du parfum, toutes les grandes marques, que ce soit Boss, Chanel, Dior, tout le monde, Paco, tout le monde, ils utilisent des égéries. Soit il y a une histoire avec un mec pas connu mais qui est très beau gosse ou une femme très très séduisante, soit il y a directement du Johnny Depp où il y a le mec qui joue Thor. Il y a toutes ces stars-là à qui on a envie de ressembler. C'est inspirant. On a envie de se sentir aussi confiant et aussi séduisant qu'eux. Là, Bic, qui est une marque qui n'est pas une marque de luxe, ils se disent on va lancer un parfum. Pourquoi pas? Seul problème, déjà la marque. C'est une marque de milieu de gamme, c'est une marque de produits consommables, jetables. On n'a pas envie d'un parfum qui soit assimilé à ça. Deuxième point, la distribution. La distribution, elle se faisait dans les bureaux de tabac. Je vous rappelle qu'à l'époque, dans les bureaux de tabac, on fumait, ça puait la clope, c'était pas très très bon. Donc, qu'est-ce qui se passait? Tu veux aller sentir un parfum dans un endroit qui pue, ça pouvait pas marcher. Troisième point, le packaging, il faut que ça fasse rêver quand même quand on est sur des produits de luxe, sur du parfum. Ce qu'est aujourd'hui le parfum, quand vous allez chez Sephora, c'est toujours, allez, 50 € minimum, 70, 80 euros. Là, c'était vendu très peu cher, à un prix vraiment accessible. Ça fait beaucoup de feux rouges, ça fait beaucoup de mauvais signaux envoyés à l'acheteur. Un mauvais endroit, un mauvais produit avec un prix trop bas, on n'a pas envie de dire « Ah ouais, je porte le nouveau parfum de Bic ». Tu n'as pas envie de dire ça. Donc, ça fait un gros raté, malgré une communication qui avait été confiée à Havas à l'époque, de mémoire. Il y a des plantages, ça arrive.
Là, j'ai sorti il y a quelques mois la version numéro 2 de ma formation des titres qui tuent, où je reste vraiment uniquement sur l'art du titre. Comment tu fais un titre qui tue? L'idée, c'est que j'ai décrypté 300 titres de presse. Ok, tu prends un fait, à chaque fois je prends un fait divers, enfin une info. Je prends une info et dans la presse, tous les jours, tu regardes Google Actu ou tu regardes sur Twitter, ce fait divers, cette actu, comment elle a été traitée? C'est quoi les titres? Tu regardes ce qu'a fait Libé, tu regardes comment a titré l'équipe, tu regardes Le Monde, tu regardes l'Express, Nouvel Observateur, tu regardes la presse quotidienne régionale, tu regardes qui sort le meilleur titre. Et du coup, j'ai hiérarchisé à chaque fois 3 types de titres. Le titre qui tue, celui qui donne envie de cliquer parce que soit tu ris, soit il est vraiment très bon. Le titre bof, le truc moyen où tu dis ok. Et le titre qui pue, le truc vraiment nul, le truc mauvais où parfois tu as déjà toute l'info dans le titre. Si tu as déjà toute l'info dans le titre, pourquoi est-ce que tu irais cliquer? Aujourd'hui, notre travail en tant que copywriter, c'est vraiment d'aller chercher le clic. Si tu dis tout dans ton titre, ça ne sert à rien. Ça ne fonctionne pas. Donc, quand tu dis comment trouver le bon titre, bah déjà, c'est qu'on le travaille, on le retravaille, on devient bon en titraille à force de titrer. Ça fait partie un peu des bonus. J'ai interviewé des titreurs professionnels, des rédacteurs en chef de Mademoiselle, chez Eurosport, un blogueur qui a écrit 8 livres. Il y avait aussi mon rédacteur en chef adjoint chez Technicart, il est décédé l'an dernier, Olivier Malnuit. Mais on a fait toute une heure d'interview sur vraiment l'art du titre, parce que lui, il était très très fort. Et à chaque fois, pour lui, c'était de trouver le concept et trouver un très bon angle qui raconte une histoire, un titre avec une promesse où tu dis, OK, quand je vais lire cet article, il y aura quelque chose de fou dedans, je vais apprendre quelque chose, ça va me chambouler, ça va me choquer. Lui, il était vraiment très shock value. Les Américains disent shock value, il faut qu'il y ait une approche un peu choc. Les Anglais sont meilleurs que nous. Les Anglais et les Américains sont vraiment meilleurs que nous sur les titres parce qu'ils ont cette liberté créative, ils ont des mots plus courts, ils ont beaucoup plus de facilité à créer de nouveaux mots, à faire des mots valises plus facilement que nous. Et c'est vrai qu'en France, on a 2, 3 écoles du titre entre Libération qui fait des blagues, l'équipe aussi qui se permet très souvent des jeux de mots. Et après, tu as les titres très souvent fonctionnels. Le Monde, voilà, c'est pas leur positionnement d'aller chercher des titres fun. Ils sont plutôt sur le côté factuel. Maintenant, le truc, ce qui se passe pour nous, copywriters, c'est que notre titre, il faut qu'il soit fort à la fois sur les articles de nos blogs, mais aujourd'hui, c'est surtout les objets de nos mails. Moi, je sais que je vends beaucoup de séquences d'emailing et c'est là-dedans qu'il faut aller chercher des titres qui vont faire cliquer, donc des titres qui tuent en te disant pourquoi est-ce que mon lecteur, il va cliquer. Et le bouquin que je cherchais, en fait, c'est un bouquin qui rassemblait tous les quiz de Cosmo, le magazine Cosmopolitan. Donc, quand tu regardes, mon premier élément de réponse, les couvertures des magazines féminins des années 60, 70 et d'aujourd'hui, ça reste les mêmes. Les sujets, c'est toujours les mêmes marronniers. Pourquoi? Parce que là, on revient en gros à une citation de Bill Bernbach, un des fondateurs de l'agence DDB, qui a été repris, un peu actualisé par Jeff Bezos, c'est l'être humain, il ne change pas. Okay, on ne va pas s'intéresser aux dernières tendances, les tendances, la modernité, tous ces trucs-là, hein, pas la peine. Que veut l'homme? Qu'est-ce qui n'a pas changé? L'être humain, il ne change pas. Un Jeff Bezos, il va te dire, l'être humain, pour moi, dans le commerce, il cherchera toujours plus de choix, plus vite, moins cher. Et c'est sur quoi Amazon se concentre. Voilà, il te dit juste ça. Et il ne veut pas aller jouer avec des nouveaux trucs. Enfin, si, il a des nouveaux projets, bien évidemment, mais il se concentre vraiment sur ces 3 points clés-là. Dans la titraille, alors toi, tu es dans le business, moi aussi. Donc toi et moi, on est fatigués. On en a ras-le-bol de ces titres et on a du mal à se réinventer. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ma maman qui a 56 ans, elle va quand même acheter des titres, les magazines avec ces mêmes titres. Et quand elle va être sur Google, elle va taper comment faire ceci, cela, et elle va cliquer sur le premier article qui va lui donner la recette qu'elle cherchait, comment faire une tarte aux pommes, machin. Tu vois, toi et moi, peut-être qu'on est lassé parce qu'on le pratique beaucoup, oui, mais tous les jours, tu as un jeune de 12 ou 14 ans qui va taper comment embrasser une fille.
Tous les jours, tu as un mec, une femme qui va taper comment bien faire l'amour, comment perdre du poids, comment devenir riche rapidement ou investir rapidement pour devenir riche. Tu vois? On ne réinvente rien et vraiment, je pense que les premiers bouquins de dev perso, dans les années 20, dans les années 30 aux États-Unis, tu prends les titres d'autrefois, tu vois? Le How to win friends and influence people. Voilà, comment se faire des amis, très mal traduit en français. Bon, c'est pas grave. Ça reste des préoccupations d'actualité. En revanche, pour une campagne de pub, tu peux le changer. Ouais, pour une campagne de pub, en plus, vu qu'une campagne de pub, tu la testes. Tu testes des visuels, tu testes des accroches différentes sur tes pubs Facebook, sur le AdWords ou sur les pubs Instagram. Bien sûr, joue avec différents trucs. Je sais pas, ça peut être comment avoir la barbe de vos 20 ans. Comment avoir une barbe plus noire que barbe rousse? Je sais pas, tu vois, des trucs débiles, on pourrait jouer un peu comme ça, mais tu peux te permettre ça quand tu es sur de la pub. Sur du SEO, un bon gros article avec un bon titre, parce que le titre reste effectivement un indicateur assez fort pour le SEO, pour Google. Écoute, un dernier conseil, c'est vraiment penser à vos clients avant tout. Pensez à votre lecteur, pensez à votre lectrice. C'est un vrai être humain en face de vous. Il a mal, il a une douleur, il a une frustration. Il faut comprendre cette frustration et il faut vraiment vous mettre dans sa tête. Pourquoi est-ce qu'il subit ça? Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à passer à l'action? Pourquoi il aimerait bien s'en débarrasser, mais qu'est-ce qui le bloque? Pourquoi est-ce qu'il a du mal à faire confiance? Parce qu'il avait peut-être déjà acheté une solution avant ou une deuxième et ça n'a pas marché. Alors maintenant, il n'y croit plus trop. Peut-être qu'il a honte d'utiliser ça. Peut-être qu'il a honte de demander de l'aide. Il faut vraiment vous poser toutes les questions, rentrer dans la tête de votre client potentiel, de votre prospect. Et le mieux à faire, vraiment, la technique la plus merveilleuse, c'est que quand vous commencez à avoir une petite base de lecteurs, une petite base mail, envoyez-leur un sondage. Vraiment, qu'est-ce qui les bloque? Qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir? On avait fait ça à l'époque chez Art de Séduire en leur demandant les grosses thématiques, vraiment avec des questions assez détaillées. Et il en était ressorti que le plus gros produit important à créer, c'était une nouvelle version de la formation sur la confiance en soi, parce qu'il manquait beaucoup de confiance en eux. Donc, ça a été ma priorité, une fois qu'on avait décortiqué les 500 questionnaires, très très long à décortiquer, mais c'est ultra intéressant parce que dedans, à l'intérieur de ces questionnaires, vous allez trouver des phrases que vous allez utiliser directement comme objet d'email, que vous allez utiliser dans vos pages de vente. C'est quand un client vous parle, quand un client vous écrit, c'est d'une richesse, c'est d'une valeur folle. Ne perdez jamais rien. Gardez les commentaires, gardez les témoignages. Ça sert toujours pour comprendre vos futurs lecteurs et surtout pour leur montrer aux futurs acheteurs, aux futurs clients que vous avez compris. Vous vous adressez à eux avec les mêmes mots, vous répondez aux questions qu'ils se posent dans leur tête sans oser les poser à voix haute. Donc ouais, c'est hyper important pour moi ce temps de recherche et ce temps de discussion, ce temps d'écoute, c'est la clé. C'est la clé vraiment de la réussite pour trouver les bons mots pour communiquer avec les prospects. Je remercie Selim d'avoir accepté mon invitation et je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour un nouveau numéro d'ASAP.